Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Close et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Je suis ravie d'entamer cette saison sur la science si humaine en compagnie de deux invités de choix, Étienne Klein et François Kassingena-Trevedi. Avant qu'ils commencent leur conversation, j'aimerais retracer en quelques mots leur parcours. Il n'est pas anodin en effet qu'un physicien et un moine se retrouvent autour d'une table pour discuter de science. Étienne Klein, comme les Grecs anciens, vous avez le goût du dialogue. Les livres à quatre mains et les recueils d'entretiens ont essaimé tout le long de votre chemin. D'ailleurs, c'est vous qui d'ordinaire menez la danse à la radio. Vous officiez sur France Culture chaque samedi depuis 2014, dans une émission appelée désormais Science en question. Cette large audience vous a valu la réputation d'un vulgarisateur reconnu, que de très nombreux livres, parus depuis les années 90, mais aussi des conférences destinées au grand public, ont permis d'étoffer. Votre formation initiale, celle de physicien, spécialisé d'abord en physique de la matière, puis comme chercheur sur le facteur temps notamment, a été irriguée par votre intérêt constant pour les enjeux philosophiques, éthiques et sociétaux soulevés par l'évolution de la science et des technologies. Cette amplitude de vue, combinée à une connaissance profonde de la physique contemporaine, nous sera particulièrement précieuse aujourd'hui. En face de vous, un homme que vous connaissez et appréciez beaucoup, il me semble, puisque vous lui avez déjà consacré une très belle émission, François Kassingena-Trevedi. Sa présence dans notre studio parisien nous comble d'autant plus que c'est la première fois depuis 2 ans, François, que vous quittez les majestueux monts Auvergnat où vous vivez, dans une sorte d'ermitage bienheureux, entouré de vaches placides et de ciels infinis. Ce bref retour à l'agitation urbaine ne représente pour autant pas un total hiatus pour vous. Vous n'avez eu de cesse, depuis plus de 30 ans, d'entremêler la vie en communauté monastique, que vous avez quittée il y a peu, avec de longues marches à la simplicité fruste, pour reprendre votre mot, où vous croisiez la route de paysans et de marins-pêcheurs. C'est d'ailleurs un point commun avec Étienne Klein qui, je crois, s'échappe de temps en temps pour jongler avec les sommets. Entre deux vies, l'une recluse et l'autre vagabonde, des passages lumineux comme philosophe et théologien à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres vous permettent de garder un plein pied dans la cité. Mais ce n'est pas tout. Non contente d'incarner une sorte de motto à l'allitération parfaite, celle du moine marcheur et motard, on vous connaît aussi un talent d'émailleur, vous traduisez et écrivez en poète et en penseur du monde d'aujourd'hui qui aurait laissé infuser longtemps les sagesses anciennes. Aux belles lettres, nous attendons ainsi avec impatience votre traduction des Géorgiques de Virgile, imprégnée de votre propre vie paysanne. Alors vous avez tous les deux presque le même âge et vous avez mené une vie libre, emplie par la recherche et l'écriture silencieuse, comme par la transmission du savoir et sa circulation effective. Cette fraternité déliée ne pourra qu'éclairer votre conversation, qui sera guidée par une question majeure, peut-être même trop majeure pour le temps imparti, le doute. Dans cet épisode, nous allons nous demander si le doute innerve le chemin de tout bon scientifique. Éprouve-t-on ces hypothèses de recherche comme on éprouve sa foi? Est-ce une étape clé, un commencement ou un itinéraire continu? La fameuse méthode mise au point par Descartes, fondatrice du rationalisme moderne, le critère de falsifiabilité développé par Karl Popper, toujours en vigueur aujourd'hui, et enfin la publication de La fin des certitudes du prix Nobel Ilya Prigogine, en collaboration avec Isabelle Stengers, ont marqué 3 jalons essentiels selon moi en Occident qui pourront nous être utiles pour penser l'histoire du doute scientifique jusqu'à aujourd'hui. En effet, doute-t-on de la même manière depuis la pandémie? Et quels sont ces écueils dans le climat de défiance qui semble être le nôtre? Le risque d'une démarche uniquement animée par le doute étant de tomber dans un scepticisme sans fin, voire dans une forme de complotisme dans lequel la science se verrait privée de tout crédit. À l'inverse, ne pas douter, c'est se risquer à l'arrogance de certitudes pouvant être démenties tôt ou tard, spectre bien connu du positivisme effréné des 2 derniers siècles. Quel équilibre trouver pour regagner la confiance de l'opinion publique envers la science et faire avancer intelligemment la recherche? Nous le saurons bien assez tôt grâce à vous, Étienne Klein et François Kassingena. Je vous laisse donc la parole, ainsi qu'à 4 auteurs que nous convoquerons dans la deuxième partie du podcast. À tout à l'heure, amis auditeurs, et bonne écoute. Bon, d'abord, je suis ravi de participer à cette discussion avec François. On se connaît depuis quelques années. On a eu déjà quelques échanges et je suis vraiment très content de pouvoir les prolonger. Alors, sur le doute, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. On dit souvent, et on le dit même de plus en plus, que la science, c'est le doute. Et c'est une formulation qui m'inquiète par le fait qu'elle se répand très vite. Moi, je ferai une distinction, même si la frontière entre les deux est finalement assez poreuse, mais quand même, il faut poser une distinction
entre ce qu'on appelle la science et la recherche, l'activité de recherche. La science, ou plutôt les sciences, ce sont, à mon sens, des corpus de connaissances qui constituent les bonnes réponses à des questions bien posées. Et ces bonnes réponses, au moins pour autant qu'on puisse en juger, ça peut être remis en cause, on peut évidemment les critiquer, on peut les contester. Mais on ne peut le faire, à mon sens, que si on dispose, pour ce faire, d'arguments scientifiques. Et on voit bien qu'il y a des connaissances scientifiques pour lesquelles il n'existe pas d'arguments scientifiques permettant de les contester. Par exemple, si je vous dis que la Terre est ronde, vous aurez du mal à contester cette affirmation qui a été étayée depuis très longtemps par toutes sortes d'observations, de raisonnements, et on a su que la Terre est ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Si je vous dis que l'atome existe, vous aurez du mal à me contester. Bien sûr, on ne sait pas tout de l'atome. Et si je vous dis que les espèces vivantes évoluent, là encore, vous serez en mal de trouver une contestation possible basée sur des arguments scientifiques. Et donc, moi, je dirais que, je dis pas que la science est le vrai, mais il y a quand même des résultats scientifiques qui ont une solidité telle qu'on ne peut pas facilement les contester, ou alors si on les conteste au nom d'un scepticisme radical, il y a beaucoup d'autres propositions qu'il faudrait contester avant de contester celles qui viennent de la science. Mais, et c'est là que la séparation advient, la science, les sciences, ces corpus de connaissances, ils sont par construction incomplets. Et nous le savons. Autrement dit, nous savons identifier des questions auxquelles ces corpus ne savent pas répondre. Et donc, nous savons que nous ne savons pas y répondre. C'est ça le doute scientifique, c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas. C'est donc pas du tout l'affaire des ignares, qui eux ignorent qu'ils ignorent. C'est l'affaire des savants, qui sont capables de dire quelles sont les questions, compte tenu de tout ce que nous savons, dont les réponses ne sont pas connues. Par exemple, en physique, nous ne savons pas si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On ne le sait pas. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? Personne n'en sait rien. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une matière noire? Nous ne savons pas. Nous pensons que, enfin, certains pensent que oui, d'autres que non. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, des recherches sont menées. Et donc, le doute, c'est vraiment le moteur de la recherche. Et en même temps, c'est son combustible. Parce qu'à mesure que les connaissances progressent, des questions qui étaient sans réponse trouvent une réponse qui elle-même va enclencher de nouvelles questions. Vous voyez, quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait pendant la période du Covid, on a confondu les deux, eh bien, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on arrive à dire la science et le doute. Et on est d'autant plus porté à le croire qu'on voit des experts s'affronter, ne pas être d'accord, ce qui nous pousse à pouvoir penser qu'avec notre ressenti, notre bon sens, nos croyances, nous pouvons dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Un petit mot, si vous permettez, sur Karl Popper. Karl Popper est ce philosophe qui a pensé la science en disant qu'elle se distingue des autres formes de connaissances par ce qu'il appelle la falsifiabilité. C'est-à-dire que pour lui, une théorie scientifique est une théorie qui doit pouvoir s'engager suffisamment précisément dans des prédictions relatives au réel pour pouvoir être testée par des observations, des expériences, des mesures qui peuvent la tester. Et donc, elle doit être suffisamment précise pour éventuellement pouvoir être dénoncée comme fausse par une expérience. Et souvent, on fait le raccourci. Moi, je le vois chez certains étudiants qui disent, une science, c'est quelque chose qui peut être réfuté. Donc, il est faux. Et ça, ce raccourci me paraît produire des effets ravageurs parce que ça laisse entendre que toute science, un jour, sera démontrée fausse. En plus, le critère poppérien, historiquement, il n'est pas vrai. Enfin, il ne marche pas. Quand il y a un désaccord entre une théorie en laquelle on a confiance, qui permet de faire des prédictions, et puis tout d'un coup une observation ou un résultat d'expérience qui vient contredire cette prédiction, eh bien, si on emploie le critère poppérien, on doit dire la théorie est fausse, il faut la changer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça du tout. Par exemple, dans les années 1830, on observe avec une très grande précision la trajectoire de la planète Uranus, qui est la plus éloignée dans le système solaire. Et on s'aperçoit que c'est en gros une ellipse, mais il y a un petit écart par rapport au calcul qu'on pouvait faire à partir de la théorie de Newton de la gravitation, en laquelle, bien sûr, tout le monde avait confiance. On n'a pas dit que la théorie de Newton était fausse.
On a dit, le calcul a d'ailleurs été fait par des astronomes qui vivaient ici à Paris, Arago et Le Verrier, il doit exister une planète que nous n'avons jamais vue, qui agit gravitationnellement sur Uranus de façon très faible, mais cette petite action de cette planète sur Uranus explique le petit écart que nous voyons entre sa trajectoire mesurée et les calculs faits à partir des équations de Newton. Et ils ont calculé la position et la trajectoire de cette planète. Un astronome allemand, ressommant leurs calculs, a pointé son télescope à l'endroit indiqué le soir même. Il a vu un point lumineux. Il a attendu la nuit pour vérifier que ce point lumineux bougeait. C'était donc pas une étoile fixe. Il a découvert une planète qu'on va ensuite baptiser Neptune. Oui, quand il y a un désaccord, soit la solution est législative, il faut changer la théorie, soit elle est ontologique, il faut dire qu'il y a dans le réel quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et là où il y a du doute en science, c'est quand un tel désaccord se manifeste, on ne sait pas trop comment agir. Est-ce qu'il faut choisir le premier type de solution ou le second? L'exemple typique, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, la matière noire. Si vous regardez la dynamique des galaxies, vous voyez qu'elle est parfaitement régie par les équations d'Einstein de la gravitation, à la condition d'imaginer qu'elles sont soumises à une gravitation produite par une masse 10 fois plus importante que la masse que nous observons par la lumière qu'elle nous envoie. Et donc, on parle de matière noire, une matière qui agit gravitationnellement sans émettre de lumière. Est-ce qu'elle existe? Il y a des gens qui disent oui, elle existe, il faut trouver de quoi elle est faite, mais on ne peut pas remettre en cause les équations d'Einstein qui ont fait preuve de leur efficacité d'une façon si remarquable. Puis il y a des gens qui disent non, on doit pouvoir expliquer la dynamique des galaxies sans inventer un fantôme de matière qu'on n'a jamais observé. Et eux essaient de remanier les équations de la gravitation pour permettre de comprendre la dynamique observée des galaxies sans faire l'hypothèse d'une matière que nous n'avons jamais vue. Je prends le relais. Je veux dire tout d'abord ma joie de participer à cet entretien à différents titres. Le lieu, cette librairie des belles lettres, je fréquente depuis 1980, même avant. On a vraiment le même âge. Oui, vraiment. Et puis, bien sûr, l'amitié avec Étienne Klein, et puis le sujet qui est passionnant, et que j'aborde évidemment de mon côté, du point de vue de la foi, le doute et foi. Le doute n'est pas le contraire de la foi. Il est son aliment, il est son soubassement, il est son accompagnement perpétuel. Évidemment, dans l'Évangile, il y a des textes qui pourraient paraître négatifs sur le doute, homme de peu de foi, ou encore quand Jésus relève Pierre de l'eau, pourquoi as-tu douté? Dans la scène d'Emmaüs, magnifiquement représentée par Rembrandt, homme de peu de foi, là aussi, cœur lent à croire, pourquoi avez-vous... Voilà, le doute pourrait paraître comme négatif dans les textes. Et pourtant, le doute est inévitable. Alors il y a deux écueils là aussi. Il y a l'écueil de l'affirmation sans condition, presque terroriste, fondamentaliste. Et puis de l'autre côté, il y a un relativisme absolu qui voudrait que aucune vérité ne soit accessible, que l'on puisse s'appuyer sur rien. Et un itinéraire de foi, un itinéraire spirituel dont je voudrais attester ici, qui grandit. Lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, comme dit saint Paul. Mais maintenant que je suis devenu un homme, je parle et je pense comme un homme. Donc l'itinéraire de foi grandit. Il n'est pas fixé, il n'est pas immuable dans une possession de certitude elle-même immuable. Ce qui est important, c'est, et nous nous rejoignons avec Étienne, c'est la recherche, chercher. Cette recherche qui oscille sans cesse entre un doute méthodique, un doute omniprésent, qui est normal, et non pas une affirmation catégorique, de Dieu je ne saurai jamais s'il est ou s'il n'est pas. Jamais.
Et ce n'est pas une défaite de le dire. Cette question elle-même doit être dépassée parce qu'elle est insoluble. En revanche, ce qui est essentiel, ce qui est certain, c'est mon ouverture métaphysique. Mon ouverture transcendantale, comme on voudra, ou mon ouverture sur une dimension transcendante qui mobilise ma recherche et qui la mobilisera jusqu'au bout. Voilà, et qui se nourrit évidemment du doute, mais qui est aussi une adoration, je ne recule pas devant le mot, une adoration devant le réel qui se manifeste. Dieu n'est pas simplement de l'ordre de l'idée, mais il est accessible, il est, oui, accessible, très modestement, très petitement, très quotidiennement, dans, dans le réel. Plus je respecte le réel, plus je m'appuie sur le réel, plus sans, sans phare, je rencontre une réalité transcendante. Et là, je parle depuis ma propre expérience paysanne, quotidienne, où j'ai à la fois ma vie liturgique d'habitude depuis 40 ans, fréquentation des textes sacrés, et puis cette vie virgilienne, si j'ose dire, de contact quotidien, de jardinage, de cuisine, de contact de travaux agricoles, de toucher des bêtes, des clôtures, du fer, du bois, de la pierre, des clous. Et ma religion, elle est là. Et je dirais qu'il y a une pacification qui s'est faite. J'ai traversé personnellement de grandes périodes de doute dès l'âge de 13 ans, des doutes extrêmement profonds, jusqu'au vertige. Et dans cet assemblage, je tiens à la fois les textes que j'aime, et quand je parle des textes, c'est pas seulement les textes bibliques. C'est Virgile, c'est Platon, c'est Pascal. Il y a là, j'ai des certitudes. En alliant à ça cette vie rustique, exigeante, avec toutes les relations humaines, d'amitié qui l'accompagnent, j'ai trouvé une certaine paix réelle. Ce qui fait que je ne me pose même plus, je n'ai même plus besoin de me poser cette question torturante, au fond, Dieu est-il ou n'est-il pas? Parce que un certain Dieu, le mot même de Dieu est problématique, dépassable. Le mot même est une possession sur lui. Or, un Dieu que je ne possède, que je peux définir, n'est plus un Dieu. Je pense au mot de saint Anselme, l'être plus grand que tout ce que je peux imaginer. Donc, il y a toujours du plus grand. Et l'essentiel, c'est de demeurer ouvert vers ce plus grand. Ami vient vers l'ouvert, le beau mot de Hölderlin, je ne sais plus quelle lettre. Et puis, cette ouverture vers l'ouvert, et puis ce toucher de la réalité. Voilà. Alors bien sûr, je continuerai à douter. Je pense qu'aucune institution humaine n'a droit de propriété sur la vérité, ni ne peut nous asséner la vérité, ni la mettre en boîte. Ou si ces choses-là existent, ce ne sont que c'est provisoire. La véritable Église, je suis bien sûr un homme d'Église, pas un ecclésiastique, mais un homme ecclésial, c'est très différent. Et si Église il y a, ce n'est pas celle des propriétaires de la vérité, ni celle des distributeurs de la vérité, mais celle de ceux qui cherchent. Et cette Église-là va bien sûr beaucoup plus loin et beaucoup plus large que toutes les officialités que l'on peut constater et rêver. Voilà, c'est ça la véritable Église. Chercher. Et chercher Dieu, chercher tout court, je dirais, sans objet direct, c'est cela notre véritable métier, dans lequel le scientifique et l'homme de foi se rejoignent tout à fait. Et l'homme de foi ne peut pas passer outre au respect du réel. Alors il y a évidemment le texte d'Augustin sur lequel que je cite
ce magnifique texte. Celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce pour l'usage qu'il en fait, ce qui est mon cas, parce que j'ai des arbres, quand même, il ignorerait combien cet arbre a de coudées de haut et sur quelle largeur il s'épanouit, n'a-t-il pas plus de mérite que celui qui en relève la mesure, qui en dénombre toutes les branches, mais qui ne sait ni posséder, ni connaître, ni aimer celui qui l'a créé. Il en va de même du fidèle à qui appartient tout l'univers avec ses trésors, et qui sans rien avoir possède tout, s'il s'attache à vous, à qui tout est soumis. Irait-il jusqu'à ignorer les circuits de la grande ours? Ce serait folie de douter qu'il soit en tout cas plus méritant que celui qui mesure le ciel, dénombre les étoiles, pèse les éléments, mais ne tient pas compte de vous, qui avez tout disposé selon la mesure, le nombre et le poids. Ce que Augustin privilégie ici, au fond, c'est l'action de grâce, le merci pour ce qui est. Et l'essentiel, effectivement, c'est de dire merci pour ce qui est, avant même d'expliquer ce qui est. Et la gratitude, j'aime beaucoup ce mot de gratitude, qui est peut-être le mot essentiel de l'attitude religieuse. Cette gratitude, elle est première. Et bien sûr, elle va s'augmenter de la connaissance que j'ai du réel. Mais d'une certaine manière, elle le précède. Je pense que le scientifique lui-même, avant même d'entreprendre sa tentative d'explication, est en état de gratitude pour ce qui est. Et il n'entreprendrait pas sa recherche s'il n'était pas dans cette dimension fondamentale de gratitude. Le scientifique est d'abord, je pense, dans cette attitude de gratitude. Ou de sentiment qu'il y a un mystère Voilà. qui peut devenir un simple problème. Voilà. Mais au départ, il y a le sentiment du mystère. Quand j'entends François parler de sa vie, j'ai l'impression qu'elle ressemble à la mienne, alors que je sais que nos vies sont très différentes. Mais ce besoin de solitude, mais aussi de toucher la matière, alors moi c'est plutôt les rochers, la neige et puis la peinture, mais il y a cette alternance entre des choses qui sont pensées ou faites dans une forme de solitude plus ou moins habitée, et puis le contact très très direct avec différentes formes de matérialité. Maintenant, la science, en effet, c'est pas quelque chose qui vient abolir le sentiment du mystère. Enfin, je pense que le mystère, qu'il ne faut pas confondre avec la détection de problèmes. Un mystère, c'est autre chose qu'un problème. Un problème, il a une solution. Le mystère, c'est une sorte de constat dont on pressent que se trouve là poser une question dont on n'aura jamais la solution. J'aime bien cette attitude religieuse qui consiste à dire que la question de l'existence de Dieu, existe-t-il ou non, n'est pas une bonne question. D'abord parce qu'elle est insoluble, et ensuite parce qu'elle n'est pas le moteur de la foi. Or, j'observe aujourd'hui qu'il y a une tentative de démonstration que la foi a des bases scientifiques. Et ça me paraît être un double contresens. D'abord un contresens vis-à-vis de la foi elle-même, puisque si Dieu est le résultat d'une démarche scientifique, ça veut dire qu'il est un résultat de science, de même que quand je dis que l'atome existe, c'est un résultat de science. Et donc, si Dieu peut être prouvé par la science, c'est la fin de la foi, c'est la fin de la religion. Comme si les gens qui ont la foi, en tout cas ceux qui suivent cette pente, avaient besoin d'une caution, alors qu'il n'y a nul besoin de caution. Ensuite, c'est un contresens vis-à-vis de la science. Parce que si la science est capable de conclure sur des questions qui sont complètement extérieures à son champ, c'est qu'elle a terminé son travail. Si on peut conclure sur une question, je ne sais pas s'il faut la qualifier de métaphysique ou autre chose encore plus élevée, mais si la science pouvait conclure à propos de toutes les questions métaphysiques, ça serait vraiment qu'elle a achevé sa tâche. Or, nous savons que non. Même si on prend la simple physique, il y a une contradiction fondamentale entre les principes de la physique quantique et ceux de la relativité générale. Donc on sait qu'aucune de ces théories n'est absolument vraie en toutes circonstances. Donc la tâche n'est pas terminée. Ensuite, et je reprends l'analogie avec l'exemple de l'atome qui me paraît intéressant. L'atome, il a été pensé bien avant d'être découvert. Il a été pensé par
Démocrite, Leucippe, peut-être quelques autres, puisqu'on a des traces de l'idée d'atome dans des textes indiens beaucoup plus anciens que... Lucrèce aussi. Dans Lucrèce, les Romains ensuite, mais même en Inde, paraît-il, il y a des textes atomistes qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'idée d'atome a été pensée, disons, il y a très longtemps. Et cet objet a été décrit avec certaines propriétés. Il est plein, il est insécable, il est compact, il a une trajectoire dans l'espace qui est bien déterminée, etc. On sait que ça a fait l'objet de controverses. Aristote n'aimait pas l'atome, enfin, surtout, il n'aimait pas le vide que supposait l'idée de l'atome. Et au bout de discussions très longues, on dirait au moins 2500 ans, on a démontré expérimentalement que l'atome existe. En 1906, à la suite des travaux théoriques d'Einstein, des expériences faites à Paris par Jean Perrin. Et cet objet, on l'a aussitôt reconnu comme étant l'atome. Et c'est pour ça qu'on l'appelait atome d'ailleurs, en 1906. On a dit, on a découvert l'existence de l'atome. Mais très rapidement, on s'est rendu compte à partir de 1909, les expériences de Rutherford, que l'atome physique, celui qui existe, n'a aucune des propriétés qu'avaient imaginées les pères fondateurs de l'atomisme. Donc il n'a d'atome que le nom, mais il n'est pas insécable, donc il échappe à son étymologie. Il est régi par une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique, etc. Autrement dit, l'atome qui existe est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne. Et l'atome qui a été préalablement pensé est un objet qui n'existe pas. Donc on pourrait dire, les Grecs se sont trompés. Mais non, c'est qu'ils ont pensé quelque chose qui a déclenché un débat qui, au bout d'un temps très long, deux millénaires et demi quasiment, a abouti à la découverte d'un objet qui existe, qui n'avait pas été pensé, mais qui n'aurait pas été découvert si l'objet qui n'existe pas n'avait pas été pensé. J'ai un ami artiste qui s'appelle Miller Levy qui a cette phrase que j'adore. Les choses qui n'existent pas pour rien. Et vous voyez, si j'applique ce raisonnement à Dieu, il y a des gens qui ont tenté de le configurer, de le décrire, de lui attribuer des propriétés. Imaginons qu'on prouve par la science l'existence de Dieu. Bon, d'abord, ça suppose que la science permet de le reconnaître. Quelles sont les propriétés de Dieu qui pourraient être identifiées, soit par une mesure, soit par une observation, soit par un raisonnement? Ça n'est pas dit. Ce qui me fascine dans ces discussions, c'est la naïveté du propos. Absolument. Voilà, la naïveté du propos. Et moi, j'aime bien cette idée que la foi, c'est une sorte de doute qui s'auto-alimente lui-même, c'est-à-dire que comme la pensée, il ne cesse pas de se questionner. Elle ne cesse pas de se questionner, mais c'est un peu comme la recherche. La recherche, elle donne des moments de grande satisfaction, parfois même d'arrogance, parce qu'on a compris quelque chose. On a l'impression d'avoir accédé à une forme de vérité, évidemment locale, il s'agit d'une vérité scientifique, mais ça provoque des joies qui peuvent être quand même très très profondes. Le sentiment d'avoir fait parler un bout du réel. Mais ça n'est jamais qu'un bout. Et donc il y a toujours derrière le réenclenchement d'un processus sans fin d'interrogation. Et donc, je reconnais une similitude qui n'est pas une identité, mais c'est une similitude entre la démarche de l'homme de foi. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut parler de démarche. C'est plutôt une sorte d'état. D'état, oui, c'est vrai, oui. Et le chercheur, que je distingue du scientifique, celui qui sait la science. Le chercheur, c'est quelqu'un qui est dans une sorte d'un mouvement perpétuel, marqué par des jalons. C'est pas vain. Il y a quand même des progressions. Oui. Moi, j'ai pas du tout la même, un peu comme tu le citais, le disais à propos de Saint-Augustin, quand je suis enfant, c'est ça. Je pense comme un enfant. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai pas du tout la même conception de ce qu'est la recherche aujourd'hui que je pouvais l'avoir quand j'étais plus jeune, où j'étais beaucoup plus irrigué par des textes, notamment ceux de Popper ou de quelques autres, que par l'observation de la façon dont les choses se font. J'aurais réagi à cause de la fréquentation de Virgile. Dans le livre 2 des Géorgiques, Virgile entreprend un peu des confessions de son propre... le fameux texte « Felix qui potuit rerum conoscere causas ». Et là, il se situe en vis-à-vis de Lucrèce, le De Natura Rerum, qui prétend, justement, expliquer les causes. Et d'une manière très subtile et qu'on n'a pas toujours aperçue, dans ce texte, Virgile va prendre ses distances. Il a rêvé, lui aussi, certainement, d'être
un physicus, au sens antique, c'est-à-dire celui qui décrit, qui explique la nature. Mais il se retire de cette posture-là et va lui préférer, au fond, une attitude de Musae agrestes, enfin les dieux agrestes, dans ce que j'appellerais un toucher du réel, une communion avec le réel. Il abandonne les causes pour les choses. Et là, je pense que pour nous, toujours aujourd'hui, quoi que nous fassions pour chercher des causes, et le fameux Dieu cause que l'on ne cesse de rechercher, au lieu d'aller du côté du Dieu des choses, dans le toucher du réel. Et là, on n'est plus dans l'abstraction débridée ou... Non, abandonner les causes pour, je dirais, l'adoration des choses. Alors, ce que tu dis sur Lucrèce, ça m'intéresse parce que Lucrèce, c'est un véritable atomiste. Mais la Absolument. question se pose à propos de Démocrite. Oui. Euh, Démocrite, il a été, on pourrait dire, matérialisé par Marx, Oui. qui a fait sa thèse sur Démocrite. Oui. Alors évidemment, on ne sait pas très bien ce qu'a pensé Démocrite, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, mais il ne reste que peu de fragments. Oui. Or, Hein Wiesmann, qui est un philologue, philosophe qui connaît bien le grec ancien, prétend, je ne sais pas s'il a raison, j'ai pas du tout les compétences pour en juger, mais lui, il prétend que Démocrite n'était pas du tout un matérialiste. Et ce qu'il voulait dire, c'est que notre pensée, structurée par les mots, elle est discrète. Et elle ne sera jamais homomorphe au réel. Oui, c'est ça. Autrement dit, le réel est incommensurable Incommensurable. avec les moyens forcément discrets au sens de non continu que nous utilisons pour le décrire. Et donc l'atome, c'est une sorte de figuration de la limitation de nos concepts qui nous empêche de saisir le Oui. réel dans sa totalité et Oui. dans sa continuité. Oui. Autrement dit, on a une pensée atomique alors même que le réel est continu. Et je ne sais pas si, Oui. si cette thèse est Oui. pertinente, Oui. si on croit les travaux de traduction qu'il a menés, ça semble logique. Quand Démocrite dit le méden n'existe pas moins que le den, c'est-à-dire que le non-être n'existe pas moins que l'être. Moi, je trouve que c'est des phrases incroyables qui sont sans doute interprétables de mille manières différentes. Mais cette idée qui sera reprise par Bergson, Oui. d'ailleurs, que le langage nous empêche de dire ce qu'on pense. En fait. C'est vrai. Ouais. Et même nous empêche de dire ce qu'on sait, C'est- puisque la vulgarisation que je pratique pour la physique, c'est une tâche impossible, puisque ce qu'on apprend en physique, c'est pas par le langage, c'est par des équations mathématiques, et tenter de les traduire dans le langage ordinaire ne peut se faire que si on creuse à l'intérieur du langage une langue étrangère, parce que la science Bien n'est pas sûr. déjà dite par le langage. Donc si on veut la dire dans le langage, il faut creuser une langue étrangère dans le langage pour créer un nouvel espace dans lequel on pourra dire l'originalité des messages qui nous viennent de la physique. Mais cette idée que nous sommes incommensurables avec le réel, ou plutôt que le réel est incommensurable par rapport à nous, ça me semble être un défi incroyable qui, à la fois, motive la recherche et en même temps justifie qu'elle soit sans fin. Amis auditeurs, après cette première partie de la discussion qui était vraiment passionnante, nous allons passer à la deuxième partie du podcast qui est consacrée à la lecture et aux commentaires d'extraits. Ils seront au nombre de 3 puisque François Cassingena nous a un peu dépassés et a lu l'extrait déjà de Saint-Augustin qu'il a par ailleurs très bien commenté et je l'en remercie chaleureusement. Le premier extrait provient d'une postface signée par André-Jean Festugière, qui fut un éminent spécialiste de la pensée religieuse de l'Antiquité païenne, un volume consacré à la vie de Pythagore et à son culte tardif. Et donc dans cette postface, André-Jean Festugière montre comment la science et le règne de la raison, qui sont pour nous l'apanage de la Grèce antique, se sont consumés par elles-mêmes. Ce faisant, elles ont laissé place à une nécessité plus puissante, la croyance. Sur le plan philosophique, le rationalisme grec s'est comme dévoré lui-même. Du fait précisément que la raison se donnait libre jeu sans rencontrer son frein normal dans une meilleure observation du donné concret, il était inévitable que cette même puissance dialectique chez le grec, particulièrement douce et subtile, qui avait servi à édifier, servit aussi à ruiner l'édifice.
Cette prodigieuse aventure, la pensée grecque, offre au terme le spectacle assez mélancolique d'une logomachie. Chaque secte avait ses dogmes qui ne pouvaient concilier avec les dogmes du voisin. Ce fait, l'un des plus importants sans doute de l'histoire humaine, plus important à coup sûr que les bouleversements politiques qui changeaient la face du monde, eut deux sortes de conséquences. Il en eut pour la science, proprement dite, et il en eut pour la pensée religieuse, la manière de concevoir Dieu, ses attributs, nos relations avec lui, l'origine et la destinée de l'âme, notre comportement ici-bas durant cette vie éphémère. Par une réaction fatale, le rationalisme grec, ayant ruiné ses propres fondements, renvoyait à l'irrationnel, à quelque chose qui fût au-dessus ou au-dessous, du moins en dehors de la raison, sur le plan de l'intuition mystique ou des mystères théosophiques, ou des prestiges de la magie, parfois de tout cela ensemble. On était là, infiniment, de ces raisons qui ne servaient qu'à bafouer la raison. En attendant, il fallait vivre, donner un sens à la vie. Ce qu'on demandait dès lors, c'était un mot d'ordre, une autorité, une foi, plus de démonstration. On veut croire. Moi, je réagis volontiers sur le texte. Je pense que la tentation ou l'échec que relève Festugière dans ce texte a largement dépassé la pensée grecque et s'est continué aussi avec la pensée chrétienne, avec la scolastique, qui elle aussi est une rationalité qui s'emballe. Et ce texte est intéressant pour des tentations contemporaines aussi, à laquelle justement la crise du Covid nous a fait assister. Cette insurrection de l'irrationnel, je pense au fameux livre de Dodds, Les Grecs et l'irrationnel, très grand livre. Mais aujourd'hui aussi, il y a une revanche ou une vitalité de l'irrationnel, qui n'est pas forcément une vitalité de la foi. Et on ne peut pas confondre le mystère et la magie. Je trouve qu'on assiste aujourd'hui à un Dieu magique que l'on peut posséder, que l'on peut plier, la tentation religieuse de l'homme immémorial, fléchir Dieu, au lieu de demeurer dans cette ouverture au mystère que nous évoquions tout à l'heure. Il y a donc un choix que nous devons faire aujourd'hui entre magie et mystère. Voilà ce que ce texte me suggère. C'est un texte qui, moi, me fait penser au statut, ou réfléchir plutôt au statut de l'observation. Chez les Grecs, en effet, il y a très peu d'observations, très peu de mesures, et pour cause. Les unités ne sont pas définies, les instruments pour faire les mesures non plus. Et donc, il y a l'idée qu'une forme de rationalité déconnectée de ce qu'on appelle la réalité serait suffisante pour dire le monde. Avec une petite, peut-être exception, je ne sais pas si François sera d'accord avec Platon et le Timée. Oui. Parce que le Timée est un texte dans lequel il essaie de penser le monde dans sa totalité, les humains compris, en déployant une sorte de cosmologie pré-scientifique, où à partir de raisonnements de type mathématique, essentiellement la géométrie, il décrit la création du monde, avec l'invocation d'un démiurge, la Cora qui est la matière première, que ce démiurge va modeler en conformité avec ce qu'il comprend des idées intelligibles, etc. Bon. Là, il y a une tentative scientifique, mais qui n'est pas basée sur l'observation. L'exception, moi je la verrais aussi déjà avec Aristote, et plus encore avec Théophraste, l'histoire des animaux, l'histoire des plantes, l'histoire des animaux de Aristote, l'histoire des plantes de Théophraste. Mais on est dans la description, évidemment, et comme il n'y a pas d'unité de mesure, on est dans l'inventaire du réel, et une tentative de classification, qui est déjà quelque chose, qui marque une historia, une enquête que peut faire un historien comme Thucydide aussi. Pour ce qui est de la science dite moderne, on va dire que le réel est promis au contraire. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression, et je m'appuie là uniquement sur la physique, que l'induction, c'est-à-dire l'idée que l'observation des phénomènes suffit pour comprendre les lois qui les gouvernent, elle ne marche quasiment jamais. Si je prends la première loi de la physique contemporaine,
c'est celle qu'énonce Galilée en 1604 à propos de la chute des corps. Galilée fait des expériences et des observations. Par exemple, il prend une pierre, il la fait tomber dans de la mélasse et il voit que elle ralentit puis s'arrête, s'immobilise. Il fait la même chose avec la même pierre dans de l'eau. Il voit qu'elle est freinée, mais moins que dans la mélasse. Dans l'air, encore moins. Mais il voit que les corps de masse différentes tombent avec des vitesses différentes. Et donc, l'observation tente à donner raison à Aristote, qui, dans le traité du ciel, disait « un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée ». Qui est d'ailleurs une phrase bizarre, parce qu'elle sous-entend qu'une pierre qui pèse 100 fois plus qu'une autre pierre tombe 100 fois plus vite. On n'a jamais vu ça. Je ferme la parenthèse. Il va, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, comprendre que les lois physiques contredisent les phénomènes qu'elles décrivent ou qu'elles expliquent. Et donc il va utiliser le vide comme un milieu de pensée, sans se prononcer sur son existence, un peu comme pour Dieu. Voilà. Il ne dit pas le vide existe ou n'existe pas, il dit si le vide existait, alors dans un tel milieu, la résistance au mouvement étant nulle, tous les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Autrement dit, il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement seraient tellement simples qu'on pourrait les mathématiser. Et il écrit que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à la durée de la chute. C'est la première loi mathématique appliquée à la physique. Un corps qui tombe depuis 3 secondes va 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, quelle que soit la nature et la masse de ce corps. Et ça, c'est une loi qui correspond à une situation qu'à son époque, personne n'a observé, puisqu'on ne savait pas faire le vide. Et les doctes pensaient qu'il n'existait pas. Et donc, comme le disait Coiré, faire de la physique depuis Galilée, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que une loi physique, quand on l'entend, quand on la prend au sérieux, sans la répéter machinalement, est une loi qui contredit l'observation. Et donc, moi je dirais que le réel, il faut, pour le comprendre, faire ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire trouver des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte qu'ils décoïncident d'avec ce qu'il nous montre. Autrement dit, il faut faire un pas de côté, Oui. ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et ayant fait ce pas de côté, on raisonne et on revient vers lui, Voilà, retour. pour le coup dans une démarche poppérienne, pour éprouver ce que l'expérience de pensée a permis de penser, et le réel devient l'arbitre. Et donc, le réel a un statut privilégié en science, évidemment, mais ce statut n'est pas direct. Parce que quand il a ce statut d'être trop direct, alors il conduit à l'induction. Et l'induction, elle nous fait dire que pour qu'un corps se meuve, il faut qu'il soit mu par quelque chose, par une force, ce qui est faux. Le principe d'inertie, Oui. lui aussi découvert par Galilée, dit un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme, il va en ligne droite à vitesse constante indéfiniment, chose que personne n'a jamais vue. Oui. Ce qui fait qu'on va du réel à la vérité. Moi, je dirais qu'il y a une espèce de dialectique entre le réel et la pensée, et cette dialectique, dans le meilleur des cas, aboutit à la vérité. Voilà, c'est ça. Oui. Pas la vérité Oui. avec un petit V. Un petit V, bien sûr, oui. On passe à présent à un deuxième extrait, issu du livre de sciences, qui est l'un des 3 principaux ouvrages philosophiques d'Avicenne, le plus grand philosophe et le médecin le plus célèbre du monde musulman médiéval. Ce livre est en réalité une encyclopédie en 4 sommes, qui comporte donc la logique, la métaphysique, les sciences naturelles et les sciences mathématiques. Un extrait de la logique va vous être lu, dans lequel vérité et opinion sont clairement distinguées. On dit « la justice est nécessaire, on ne doit pas mentir ». De même on dira « devant autrui, il ne faut pas être impudique, il ne faut pas tourmenter l'innocent ». De même, Dieu a puissance sur tout et connaît tout. Parmi ces opinions, certaines sont vraies, ainsi les exemples qui précèdent, mais leur vérité est établie par raisonnement. Si l'homme imagine qu'il est venu au monde d'un seul coup, étant doué de sa raison, et qu'il s'efforce de douter de la vérité de ses prémices, il le pourra. Certaines de ces opinions sont fausses à moins d'une condition. Ainsi, l'on ne doit pas dire « Dieu a puissance sur l'impossible, il connaît bien son adjoint ». Il y a beaucoup de ces opinions qui sont absolument fausses, et il y a des opinions qui sont plus fortes que les autres. Certaines ont même valeur aux yeux de tous les hommes.
Ainsi, il est laid de mentir. Certaines sont répandues dans une classe d'hommes et diffèrent selon qu'elles sont parmi les médecins, ou parmi les astronomes, ou parmi les menuisiers, ou d'autres professions. Le contradictoire de vrai est faux, alors que le contradictoire de l'opinion est odieux. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'opinion gagne en force et en autorité. C'est-à-dire que Ouais. si on prend la science, les sciences, en fait, plus personne ne sait dire ce qu'elles disent. Une espèce de complexité de la science. Et du coup, on doit se frayer un chemin dans tous les messages que nous entendons, qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres. Et on se réfère à une forme de bon sens ou d'opinion Ouais. qui nous sert de guide. Et il faut pas forcément critiquer cela. C'est que notre cerveau, il est comme il est. Il aime pas être contredit. Et il a besoin de trouver un moyen de se déplacer dans le flux d'informations qu'il reçoit. Et le bon sens et les opinions vont servir de vecteur du mouvement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que l'opinion, évidemment, peut être soumise à toutes sortes de biais cognitifs qui nous trompent. Personne n'y échappe. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on puisse vivre une cure de Oui. désintéressement qui nous permettrait d'échapper à tous ces biais, mais le fait de dire je pense que, sans forcément argumenter, en vient à servir d'argument d'autorité. Or, comme le disait Bachelard, penser, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire que penser, c'est quand même un travail critique par essence. Toute pensée qui n'est pas confrontée à des arguments, à des raisonnements, à des réalités diverses qui viennent la contester, ne s'éprouve jamais elle-même comme pensée. Elle sombre dans la croyance, au sens le plus basique du terme. Et je pense que la science, notamment la physique, c'est un bon réservoir d'arguments critiques. Ça nous permet de montrer que entre nos deux oreilles, il y a Oui. beaucoup de préjugés qui stagnent et ils viennent être chahutés par la physique qui est une sorte de réservoir de paradoxes. Je crois que c'est Kierkegaard qui disait un penseur comme alors c'est un penseur sans paradoxe est comme un amant sans passion, une belle médiocrité. Oui, je rejoins tout à fait. Et je vois qu'on peut comprendre le texte de Davicette que, moi je le comprends, le contradictoire de l'opinion, c'est ce qui contredit l'opinion, est haï en général par le monde, par le commun. On déteste, on n'aime pas ce qui est contraire à l'opinion, à la doxa générale. Est-ce que c'est si vrai? Moi, j'ai vu pendant le Covid qu'au contraire, tous les discours marginaux Oui, qui contredisaient ce que disait la communauté oui, scientifique, oui, d'autant plus quand ils étaient tenus par des scientifiques eux-mêmes qui Oui. étaient dans une forme de transgression, oui, c'est ça, oui. étaient applaudis. En tout cas, il y a une pensée critique, et aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup une pensée impulsive, une pensée qui confond comment dire, L'affect. l'affect Oui. avec la pensée. Oui, c'est pour ça que Et ça, c'est tyrannique, et c'est violent. la promotion contemporaine de l'esprit critique me paraît ambivalente. Ouais. Parce que l'esprit critique, c'est comme le cholestérol, hein. Il y a le bon et le mauvais. Mm. Le bon esprit critique, Mm. c'est celui qu'on s'adresse à soi-même à partir d'arguments qui viennent contredire notre pensée. Et le mauvais, c'est celui qui nous pousse en Oui. effet à utiliser notre affectivité pour dire ce qu'il en est Voilà, de oui, tout. c'est ça. Bon, ça conduit à une grande confusion Mm. générale dans laquelle on est. Et je pense que les sociétés postmodernes, comme on les appelle, sont des sociétés qui sont parcourues par deux courants de pensée. Ça a été analysé par un philosophe britannique qui s'appelle Bernard Williams. Deux courants de pensée. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Les populations sont éduquées, formées, informées, et elles ont le souci parfaitement légitime Oui. de ne pas être dupes, C'est ça, de ne ouais. pas être dupées Ouais. par les discours publics Voilà. autoritaires, par les discours institutionnels, politiques, bref, par les discours de l'élite. Et donc, ce désir de véracité, il faut l'encourager, etc. Mais ce que montre Bernard Williams, qui est assez vicieux, c'est que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité et son identification, Oui. aboutit au contraire à un déni de vérité. Parce qu'il déclenche, dans la société tout entière, un esprit critique généralisé C'est ça, oui. qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Voilà. Donc une vérité sera toujours Oui. considérée soit comme
éphémère, c'est contextuelle, ça. Ouais. historique, Ouais. instrumentalisée, factice, relative, etc. Ouais. Instrumentalisée. Ouais. Et du coup, le désir de véracité affaiblit l'idée Oui, de vérité c'est ça. et fait porter le soupçon sur tous les discours au motif qu'ils sont dits par des gens qui, non pas honorent la vérité en les tenant, Mm. mais ont intérêt à les dire Oui. pour le bien de leur propre communauté. Et ça me paraît, en démocratie, plutôt en république, complètement ravageur, puisqu'une république, c'est, à la française en tout cas, c'est un lieu où les connaissances scientifiques ou autres doivent pouvoir circuler librement, Oui, sans bien obstacle. sûr. Et l'apparition du numérique, je ne sais pas si c'est notre sujet, mais le numérique permet, Oui, rend beaucoup de services évidemment, mais oui, permet aussi à chacun d'entre nous, c'est ça, oui. en quelques Ouais. clics, de fabriquer une sorte de chez-soi Mm. idéologique, de bâtir une communauté au sein de laquelle les croyances se C'est ça. renforceront grâce à des algorithmes qui, les ayant identifiés, vont les alimenter en articles, Oui. en vidéos qui vont dans le sens de ce qui est déjà su ou cru. Je pense que la vérité n'est pas totalitaire, tandis que la croyance, l'affect, tout ça peut devenir extrêmement violent. Et on le voit bien aujourd'hui. Mm. Et on n'est pas dans cette attitude que j'appelle adoration ou respect devant le mystère. Voilà. Mm. Il y a ça, et moi j'ajouterais la disparition dans beaucoup d'endroits de l'argumentation. Bien sûr. Le fait que l'argumentation, parce qu'elle est chronophage, Bien sûr. soit délaissée au profit d'un Oui. rythme qui permet la controverse, La conversation. la conversation, voilà, La conversation. qui est remplacée par la dispute au sens... Alors j'ai appris récemment que le mot débattre est un mot qui date du XIVe siècle ou Ah XIIe oui. siècle, Ah et oui. qu'en fait il signifie le contraire, à l'époque, il signifiait le contraire de ce qu'il signifie aujourd'hui. C'était sortir du... Débattre, c'était Ouais. faire ce qu'il faut pour ne pas se battre. Ouais, C'est-à-dire intéressant. pratiquer une Oui. forme de politesse de Voilà, oui. l'esprit, refuser Oui. les arguments d'autorité, ne pas s'interrompre, s'écouter, et à la fin, on est capable de dire ce pourquoi on est d'accord et ce pourquoi on n'est pas d'accord. Ouais. Et si on veut se battre, on se bat, mais en connaissance de C'est cause. ça, oui. Alors qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que le débat, c'est la confrontation C'est ça, directe, oui. qui est tellement mue par l'immédiateté Oui. que l'argumentation ne trouve plus le temps de se déployer. On n'est plus dans le dialogue Ouais. platonicien. Non, Enfin, non, non. Mais il ne faut pas accuser les médias. Je trouve Non. que c'est notre cerveau qu'il Non, faut c'est accuser. absolument, oui. C'est notre cerveau qui Oui. réclame de la dispute Oui. et qui s'ennuie quand on argumente ou quand on professe. Oui. On termine par un dernier extrait, amis auditeurs, issu des Essais sceptiques de Bertrand Russell. Dans ce livre publié en 1928, Russell prend pour point de départ la dangereuse irrationalité du monde et offre par contraste un point de vue violemment paradoxal et subversif. La croyance en la capacité de la raison à déterminer les actions humaines. L'extrait qui va vous être lu est issu du chapitre intitulé « La science est-elle superstitieuse ?» La science telle qu'elle existe actuellement est en partie agréable et en partie désagréable. Elle est agréable par la puissance qu'elle nous donne de manier notre milieu, et pour une petite mais importante minorité, elle est agréable parce qu'elle lui fournit des satisfactions intellectuelles. Elle est désagréable car, quels que soient les moyens par lesquels nous cherchons à cacher ce fait, elle admet un déterminisme qui implique théoriquement le pouvoir de prédire les actions humaines. Et par là, elle semble diminuer la puissance de l'homme. Bien entendu, les gens désirent garder l'aspect agréable de la science tout en rejetant son aspect désagréable, mais jusqu'ici ces tentatives ont échoué. Si nous insistons sur le fait que notre croyance en la causalité et en l'induction est irrationnelle, nous devons en déduire que nous ne savons pas si la science est vraie et qu'elle peut, à chaque moment, cesser de nous donner la domination sur le milieu pour lequel nous l'aimons. C'est d'ailleurs une alternative purement théorique, un homme moderne ne peut pas l'adopter dans sa vie pratique. Si d'autre part nous reconnaissons les exigences de la méthode scientifique, nous devons conclure inévitablement que la causalité et l'induction s'appliquent à la volonté humaine aussi bien qu'à n'importe quelle autre chose. Tout cela arriva durant le XXe siècle, en physique, en physiologie, et la psychologie va encore affermir cette conclusion.
Ce qui résulte de ces considérations, c'est que malgré l'insuffisance théorique de la justification rationnelle de la science, il n'y a pas moyen de sauvegarder le côté agréable de la science sans en accepter le côté désagréable. Nous pouvons y arriver naturellement en refusant d'affronter la logique des faits, mais en procédant ainsi, nous rendrons impuissante à sa source même l'impulsion pour la découverte scientifique, qui est justement le désir de comprendre l'univers. Il faut espérer que l'avenir nous fera trouver une solution plus satisfaisante de ce problème complexe. Moi, c'est un texte magnifique, mais il pose trop de questions. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec Russell parce que je pense que la science est devenue efficace à partir du moment où elle a limité ses ambitions. Donc, comprendre la destinée humaine, ce qui se passe dans le cerveau, même la liberté, la notion de liberté ou de libre arbitre, c'est peut-être quelque chose qui va au-delà des capacités de la science. Par exemple, quand vous êtes libre, quand vous avez le sentiment d'être libre, est-ce qu'il n'y a pas en réalité des variables cachées que vous ignorez qui déterminent ce que vous croyez avoir choisi librement? Ça, c'est des questions sans fin qui pourraient nous renvoyer à la mécanique quantique, mais je crois pas qu'on ait le temps. Et sinon, sur le côté agréable-désagréable, prendre ces deux adjectifs opposés et les appliquer à la science, ça fait bizarre, non? Oui. Mais moi, je l'entends de cette façon. Quand la science produit un résultat qui, en fait, nous est indifférent, au sens où il ne vient pas modifier nos façons de penser, ou n'a pas d'application technologique, par exemple, ou bien ne nous oblige pas à changer nos modes de vie. On l'accepte sans même aller y voir de trop près et sans penser pouvoir le remettre en cause. Je pense par exemple au théorème de géométrie ou bien à la découverte du boson de Higgs en 2012. Le boson de Higgs, c'est une particule qui a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes. C'est très important pour les physiciens, ça change beaucoup de choses dans la façon de comprendre la masse, mais en gros, on s'en fiche. Et on n'a pas vu en librairie de livre intitulé Ma vérité sur le boson de Higgs. Personne ne l'a contesté. Par contre, quand des climatologues nous disent en gros la même chose depuis 40 ans, alors on trouve, et ça nous est désagréable, on trouve toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Alors ça interroge le lien Oui. entre connaissance et croyance d'une autre façon. Oui, oui, On ne croit pas ce qu'on sait. c'est ça. Voilà. Parce que c'est désagréable. Oui. Je trouve ça très pertinent de penser comme le fait Russell dans ce texte. Mais moi, j'entends son texte en étant déformé par l'actualité. Oui. Moi, je réagis sur... Nous devons conclure inévitablement que la causalité et l'induction s'appliquent à la volonté humaine aussi bien qu'à n'importe quelle autre chose. Ça, c'est pas possible, Non. c'est irrecevable. Non, non. Et justement, ce qui Il fait... était avant la mécanique quantique. Il a Voilà, écrit ça en 1927, ouais, je ouais, crois. ouais. Il n'a pas encore intégré la mécanique quantique. La mécanique quantique, il va reposer la question de Ouais, la causalité ouais, d'une autre façon. ouais, Aujourd'hui, on parle d'une causalité sans cause. ouais, C'est le fait que, en fait, il n'y a pas des causes et des effets, mais il y a impossibilité ouais, de modifier le passé. ouais. Et ce qui fait notre humanité la plus inaliénable, la plus profonde, c'est précisément que nous échappons même aux lois, l'illusion que la psychanalyse, par exemple, avec tout est... Non, nous échappons de toutes parts. Et c'est dans cette mesure où l'homme est cette merveille que célébrait Sophocle. Un grand merci à tous les deux pour ce si bel échange autour du doute qui a introduit notre première saison de podcast. Votre dialogue a été très dense et il me semble d'autant plus opportun de rassembler pour nos auditeurs les étapes principales de votre cheminement du jour, même si, comme vous l'avez dit François Cassingena, il faut accepter que nous échappons de toutes parts et notre pensée aussi. Vous avez commencé par rappeler Étienne Klein et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, combien il était important de distinguer, bien que la nuance soit mince, les sciences de la recherche. Le doute est le moteur de la recherche, son combustible même, comme vous le dites, qui permet à la science de relever toujours plus de défis intellectuels. Cela ne signifie pas pour autant que toute connaissance scientifique est à mettre en doute. Certains faits sont suffisamment solides pour qu'on ne les conteste plus aujourd'hui, mais simplement que la science est prise dans une dynamique continue, celle de la recherche. La fameuse théorie poppérienne de la falsifiabilité participe de cette méprise d'ailleurs que vous avez soulignée. En venir à douter de tout constitue un véritable danger pour la science qui fonctionne par apports successifs. Gare au scepticisme donc, qui a pu s'emparer de nous pendant la pandémie. Il en va de même pour la foi, selon vous, François Cassingena.
Le croyant a besoin du doute pour nourrir sa foi. C'est justement grâce à un itinéraire empli de doutes qu'il peut se rapporter à la transcendance. En doutant, il accepte de ne pas posséder la vérité, de ne pas chercher à comprendre au sens étymologique Dieu. De la même façon, vous avez rappelé combien il était déplacé de donner à la foi une explication scientifique. Je crois qu'on a tous entendu parler de livres à succès voulant prouver l'existence de Dieu. C'est aussi absurde et dangereux du côté de la science que du côté de la foi. Mais ce doute ne signifie pas pour autant qu'il n'y a aucune vérité, justement. Il se contente de signaler notre ouverture et même notre disponibilité au réel. Nous accueillons des manifestations de la transcendance au cœur de notre réalité quotidienne. Et c'est aussi ce qui nous rend reconnaissants. Et c'est même ce qui doit nous rendre humbles. Le doute nous révèle qu'aucune vérité ne peut être enfermée dans une institution humaine. La vérité ne saurait être totalitaire. Vous nous invitez ainsi dans une très belle formule, François Kassinger, à abandonner le Dieu des causes pour celui des choses. Ce que vous avez prolongé, Étienne Klein, à travers l'exemple de Démocrite et des débuts de l'atomisme grec, par l'idée d'un réel qui reste incommensurable. Chaque théorie, mais aussi chaque langage, ne saurait épuiser le réel. Bien que nous tentions de le compartimenter dans une théorie limitée ou de le transcrire dans un langage commun. Finalement, le réel nous entraîne irrésistiblement vers l'infini, au sens premier du terme. Dans la deuxième partie de l'épisode, c'est-à-dire le déploiement d'extraits de notre fond, vous avez soulevé d'autres points tout aussi importants qui ont permis d'affiner vos réflexions préliminaires. Je les rappelle brièvement. D'abord, François Kassinger, vous avez noté à la suite du très beau texte d'André-Jean Festugière sur Pythagore et l'évolution de la pensée grecque, la différence essentielle entre magie et mystère, en montrant que le surgissement de l'irrationnel ne pouvait s'apparenter à l'acceptation du mystère, ce qui vaut là encore pour la religion comme pour la science. Ensuite, Étienne, vous avez insisté sur le fait que l'histoire des sciences, et en particulier de la physique, vous a montré que l'observation pouvait être contredite par la théorie, et que la plupart des grandes découvertes viennent d'expériences de pensée qui ne trouvaient pas de justification directe dans le réel. En ce sens, l'induction ne peut pas toujours marcher. Cette dialectique entre le réel et la théorie ouvre une voie vers ce que nous appelons vérité, avec un petit v bien sûr. Enfin, s'est posée avec Avicenne la question de l'opinion. On s'y fie de plus en plus comme on se fierait à une vraie théorie scientifique, qui tenterait de délimiter le vrai du faux, alors que l'opinion ne se fonde que sur une doxa commune. L'épisode de la pandémie, là encore, nous l'a bien assez montré. C'est pourquoi il est aussi vital de conserver un bon esprit critique dans nos démocraties contemporaines. Et par bon, Étienne Klein, vous insistez sur le fait que tout comme le cholestérol, j'ai beaucoup aimé votre comparaison, l'esprit critique peut proliférer pour le meilleur comme pour le pire. La science doit donc se défier des catégories imposées par l'opinion commune. Il ne lui sied pas d'être agréable ou désagréable, comme le montrait Bertrand Russell. Afin de garder en éveil notre esprit critique, rien de tel que d'argumenter ou plutôt de converser, comme vous venez de le faire avec une véritable qualité d'écoute mutuelle. Aurions-nous donc trouvé le support idéal pour faire avancer la recherche? Gageons que oui, amis auditeurs, et ce n'est que le début. Il vous reste encore 9 épisodes à écouter, le prochain portant sur les idées reçues et même les idées fausses dans l'histoire des sciences, en compagnie de 2 médiévistes convaincus.